Hello! Commençons par dire que ce qu'attend le réalisateur face à son film, c'est que le spectateur ne soit pas tiède. Eh ben, c'est le cas, je suis pas tiède. L'art doit diviser, être corrosif. L'idéal, c'est que les gens s'engueulent en sortant d'une séance de cinéma. J'aime l'idée de soulever les foules et d'en avoir conscience. Le film se mord la queue. Il prend la forme de son sujet au point de s'auto-dénoncer. Voilà le programme. Les pistolets en plastique. Un titre évocateur souhaitant souligner l'aspect factice d'un monde glissant facilement dans l'absurde. Le réalisateur l'explique ainsi. Ces pistolets en plastique sonnent bien, car tout le monde est un peu en plastique. Les personnages, le faux Bernardin, le vrai Bernardin, les enquêtrices, tous sont en toc. Eh bien, j'irai plus loin en affirmant que même le film est en toc. Non, c'est pas une formule ou quoi, c'est vraiment, je pense qu'il y a un aspect presque factice dans ce film. Et le penchant expérimental du réalisateur m'amène à penser que c'est peut-être une volonté de sa part d'en faire une sorte de film monstre. C'est une réalisation qui pointe l'aspect monstrueux des faits divers et la curiosité morbide qui les entoure, surtout. Mais le film utilise toute cette horreur pour créer une comédie noire. La promo du film tourne explicitement autour du massacre de la famille Dupont de Ligonnès. Les affiches se permettent de montrer un visage vieilli du meurtrier. Et le film franchit un cap. Il montre le massacre une bonne fois pour toutes. Il va au bout de cette logique de curiosité sur l'enquête avec une indécence totale. Après, c'est selon la sensibilité de chacun. Cette histoire-là, pour laquelle il y a eu une fascination morbide des Français, il est bon de rappeler qu'elle concerne un tueur d'enfants. Voilà la sensibilité du réalisateur à ce sujet. Peut-on tenir ses propos et tourner sciemment une scène où on voit Bernardin, c'est-à-dire Dupont de Ligonnès, mettre une balle à sa femme à bout portant, en voyant le sang gicler sur l'oreiller. Enchaîné sur le fait qu'il tue sa fille après une lutte entre les deux, et également le fait de montrer à l'image qu'il tue son enfant dans le berceau. Oui, ah oui, ça me pose un petit peu problème d'avoir ce propos et de faire ces images. On en revient à une certaine polémique façon travelling de Capot, dans le sens qu'on questionne ce qui doit être montré, la place du cinéma dans le drame vécu réellement. Je suis pas indigné devant un Conjuring. Pourtant, il y a des morts, il y a des trucs pas beaux. Mais ne doit-on pas une forme de respect à ses victimes? La scène d'ouverture des pistolets en plastique est un dialogue plutôt amusant sur l'aspect un petit peu malsain des séries Netflix qui suivent des tueurs en série, sur le besoin d'hémoglobine et d'un pourcentage de tuerie pour satisfaire le spectateur. Ce que j'entends de cette première scène, c'est une critique de l'écart vécu par le spectateur entre la fiction et la réalité. De consommer ce genre de série sans jamais vraiment prendre en compte l'horreur qu'il y a derrière. Alors oui, c'est un discours qu'on entend souvent, mais c'est pas si faux. Chaque nouvelle série doit son existence à la mort d'êtres humains. Oui, on parle des séries documentaires qui suivent toutes les affaires, qui se basent sur la réalité. En fait, documentaire, c'est peut-être ça la question, c'est qu'on s'en éloigne pour arriver à quelque chose de presque fictionnel, on en crée des récits. Alors oui, ça s'est toujours fait dans l'histoire de reprendre des atrocités pour en faire des récits. Mais la question se pose toujours, et c'est d'autant plus mis en image qu'on parle d'une série et que la cadence de production est plutôt forte. Ça dépote. On peut avoir son petit contenu de gens tués assez régulièrement dans la semaine. La logique est plutôt glaçante. C'est un business assez morbide. Mais ce film, est-ce que ce film pose ces questions? Pourquoi faire ce film? J'ai voulu faire un film sur l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, il le cite explicitement, ça. Parce que je m'interroge sur ce qui pousse les Français à consommer abondamment la presse sur cette sordide histoire. Pourquoi sont-ils autant fascinés? Le réalisateur, il est comme moi, il s'interroge sur tout le fonctionnement, pourquoi on est attiré naturellement vers ce genre d'histoire. Mais que fait le film? Il s'appuie totalement sur une histoire sordide, allant jusqu'à reproduire à l'image les scènes de tuerie. Il devient d'un sens une série Netflix voyeuriste, surfant sur l'horreur pour attirer des spectateurs. Oui, on a vu des scènes plus violentes
visuellement dans l'histoire du cinéma. C'est vraiment cette volonté de gêner ce passage-là qui me gêne. Entre deux scènes de comédie, se permettre de placer ce genre d'horreur. Les familles proches des victimes sont encore de ce monde. Je veux bien qu'on prenne du recul sur des choses, qu'on les rende absurdes pour en rigoler. Oui, enfin là, il y a un temps pour tout peut-être, non? Je sais pas, j'en ai discuté avec personne jusqu'ici. J'attends que mes proches voient le film pour échanger avec. Mais sur le moment dans le film, ça m'a pas paru optimal de faire ça, ou respectueux. Parce qu'on parle pas d'un fait divers qui date de 1933. Enfin, si, en 1933, pour ce qui conseille l'œil arraché. On dit énucléé. Oui, ça vient d'une histoire que le réalisateur a aussi lu dans les faits divers, où 3 filles, dont une qui avait des problèmes mentaux, ont arraché l'œil de leur patronne avec une cuillère. Alors je sais pas si elle a choisi la cuillère, mais le résultat est le même. Bref, vous l'aurez compris, je trouve que la démarche, la communication sur le film ont un côté plutôt malhonnête avec le propos du film. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous sentez cette approche. Je pense qu'elle peut aussi justifier. Mais ça passe pas très bien, pour ma part. Au-delà de ça, qu'ai-je pensé du film? J'avais presque beaucoup aimé Orange Sanguine, puis il y a eu la scène de fin. Ouais, c'est vraiment sur les dernières scènes, où de mémoire le politicien se fait violer. J'ai eu beaucoup de mal sur cette scène, sur la symbolique de violence envers le monde politique. Alors oui, il y a une colère, ça je l'entends, d'autant plus que dans le film, il me semble que le gars politique est dépeint comme quelqu'un de pas très chic. Je crois que c'est plutôt un connard. Mais de là à tomber dans une scène qui se veut fun, où le méchant politicien se fait violer, non, c'est pas mon délire. J'avais du mal à valider l'idée, même si elle veut dire quelque chose. Par contre, si on veut analyser tout, je vois ce que ça veut me dire, mais je crois pas que... Voilà, c'est pas ma came. Alors, le mélange des genres, c'est ce qui plaît au réalisateur. D'où le côté un petit peu malaise de passer du rire à des scènes où tu fais « Oh là là, mais qu'est-ce que... Bah non, c'est affreux. » Ok, c'est une démarche de création. Là, je vais prendre une comparaison un peu détestable, mais j'aime les pâtes, j'aime la confiture. Les pâtes à la confiture, bah, je sais pas. J'ai pas essayé. Et il y a peut-être des gens qui aiment les pâtes à la confiture. Et c'est peut-être très bon, d'ailleurs. Bon, bah voilà, le film, là, nous fait des pâtes à la confiture. Et là... c'est pas bon. Mais ça vous a peut-être plu à vous. De mon côté, je passe mon chemin. Et si vous avez beaucoup aimé Orange Sanguine, que vous n'avez pas ressenti ce problème sur les pâtes à la confiture, ben il y a moyen que les pistolets en plastique, ça soit votre délire. Mais les pistolets en plastique est moins bon sur l'ensemble. Côté humour, je ne suis jamais allé au-delà du petit sourire. Là, il n'y a pas grand-chose qui a fait mouche. Genre la scène avec nos 2 policiers français qui n'ont pas une bonne connexion parce que c'est la police française, que la fibre est pas là, qui se parlent avec, je crois que c'est Copenhague du coup. Bref, ils savent pas parler anglais parce que c'est des policiers français. Bon, voilà, c'est une scène qui marche bien. Je trouve le tout un peu facile. Mais pourquoi pas? Et enfin, en plus de ça, il cherche à reproduire l'effet pavé dans la mare de Orange Sanguine, en nous proposant, à la fin, enfin je crois presque à la fin, une scène un peu trash, où 2 enquêtrices Facebook arrachent avec une cuillère l'œil d'un innocent. Bon, je suis moins outré, là encore, ça vient dire quelque chose. On parle de l'aspect tribunal populaire, où d'une erreur judiciaire, on fait vivre un enfer un pauvre fan de country nommé Michel Uzès, un monsieur qui à la base est déjà un petit peu misanthrope. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé toute la partie, toutes les scènes qui le concernent. Ça vient, là encore, d'un fait divers. Je pense que vous en aviez entendu parler, c'était il n'y a pas si longtemps, peut-être 2018, où on pensait avoir retrouvé le fameux méchant numéro 1 français. Et en fait, bah, c'était pas lui. Il a eu 26 heures de garde à vue. C'était un petit retraité. Il s'est retrouvé embarqué dans un truc qu'est-ce qui se passe. Et bah là, c'est Michel Uzès. Les 2 scènes que je retiens positivement du film, il y a celle avec le commissaire Hammer. Elle vient auprès de Michel Uzès et elle s'excuse au nom de la République. Et l'actrice se lance sur une tirade au bout du rouleau sur l'état du pays. Elle en fait tellement des caisses que là, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Je me dis, ah, ça marche bien.
Surtout que la chute de cette tirade, c'est qu'on sent qu'il reste un petit doute quand même sur Michel Uzès. Et l'autre scène, c'est là encore une sorte de tirade désemparée de Michel Uzès sur la fin du film. Il est agacé d'être accusé à tort, il en peut plus, il pointe son fusil sur nos 2 détectives Facebook en criant Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui pourrait tuer ?» Alors, un petit peu, parce que là quand même tu nous braques avec une arme, quoi. Et les détectives Facebook, parlons-en, je trouve tout cet arc pas hyper bien rythmé. Très intéressant dans ce qu'il raconte, mais un peu mollasson. Elles vont jusqu'à se rendre dans la maison du Bernardin et elles vont dans l'intimité de la famille. Donc là, au-delà de lire les journaux, d'écouter tous les jours qui ils étaient, on est une bonne fois pour toutes dans leur intimité, dans leur maison. Là voilà, où je prends du plaisir, c'est vraiment à suivre ce Michel Uzès. Et Paul Bernardin, eh bien on le retrouve insouciant en Argentine. D'ailleurs, la transition est plutôt cool. On demande à Michel Uzès de danser pour prouver qu'il fait de la country, ce qui m'a un petit peu rappelé le film Borderline, où on demande à la fille de danser. Bref, si vous l'avez vu, vous aurez la ref. Le film est beaucoup moins fun. Le principe, c'est que c'est 2 personnes qui arrivent aux USA et elles sont bloquées au poste de douane, sécurité. Et on part sur un huis clos très angoissant. Bref, et donc, de là, le monsieur qui fait de la country ne veut pas danser, et on retrouve Bernardin qui, lui, danse en Argentine. Et je dois dire que c'était presque plus intéressant de rester dans le flou au sujet de Bernardin. Ok, ça permet de montrer au spectateur que c'est pas Michel Uzès, que c'est bien une erreur, que Bernardin est ailleurs. Et en même temps, le fait de nous le vendre comme un nazi isolé en Argentine, menant la belle vie avec une nouvelle femme, ça vient casser toutes les possibilités de la vie du meurtrier. Il peut être n'importe qui, il peut être n'importe où. À un moment dans le film, l'une des détectives Facebook croit même le reconnaître à une station essence. Le spectateur sait que ce n'est pas lui. Parce qu'on l'a vu, il est en Argentine, point barre. Ça aurait été sympa, voilà, je sais, faut pas dire ce que devrait être le film, machin, mais je trouve que ça aurait été sympa de rendre le spectateur coupable d'un certain doute permanent sur toutes les pistes que nous proposerait le film, pour finalement nous mettre nous aussi face à nos erreurs de jugement. Voilà, c'est pas le cas, c'est comme ça. Je crois que c'est ce qu'il essaie de faire avec le monsieur difforme. Il est interrogé par les 2 détectives, c'est le voisin. C'est une scène qui fait un peu ajout, qui est là comme ça, mais dans cette logique de l'habit fait pas le moine, voilà, on comprend pourquoi elle est là. On entend un hurlement, on voit qu'il fait de la taxidermie, donc naturellement, il a une tête affreuse. On se dit, c'est un tueur fou, ça va mal se passer. Eh ben non, les hurlements, ce sont ses enfants, et lui, bah il est très doux. Il demande même à sa fille d'enlever son masque de clown tueur pour pas faire peur aux détectives. Ça esquisse ce que j'imaginais pour le traitement de Bernardin, le fait de voir peut-être le tueur partout, mais qu'il soit nulle part. Que le sujet finalement principal du film, Bernardin, ne soit pas dans le film. Et je trouve même que cet angle reflète bien plus la réalité. Tout un mythe se crée autour d'un bonhomme horrible qui a massacré sa famille. Celui-ci mérite-t-il notre considération? Le film répond que oui, par le simple fait d'en faire un film. On grave dans l'histoire le nom d'un meurtrier. Cela m'évoque tout à l'inverse le concept de damnatio memoriae, que je prononce sûrement très mal. En gros, c'était dans la Rome antique, ça consistait à effacer des historiques le nom de gens ayant commis des trucs pas cool. En général, c'était plutôt politique. Faire disparaître quelqu'un de l'histoire à cause de ses actes. Que plus rien au monde ne mentionne votre existence. Alors oui, c'était plus simple à l'époque, un petit coup de grattoir sur le mur, c'était terminé. Aujourd'hui, plus compliqué, ça paraît impensable. Mais voilà, au quotidien, tous ces meurtriers qui deviennent des stars, ça me fait penser au damnatio memoriae. Je prononce sûrement très mal. Connaître le nom des victimes sur le bout des doigts, pourquoi pas, mais a-t-on besoin de graver dans l'histoire le nom de tous ces criminels? Voilà, on a dévié, et je suis moi-même paradoxal dans cette logique, car ayant mentionné Dupont de Ligonnès, on ne peut pas contrôler tout ça. De ce côté, bien qu'il soit mentionné explicitement dans le dossier presse, le film a le mérite de changer son nom en Bernardin, mais sûrement plus par souci de droit,
que par Damnatio Memoriae. Le réalisateur dit également: dans le film, on est dans les montagnes russes, mais il y a une réflexion sociétale dedans. J'espère qu'on sort du film agité de plein de réflexions. En effet, sur ce point, je ne peux pas lui donner tort. Le film provoquera une multitude d'échanges et de réflexions. Et je vous invite à partager la vôtre en commentaire. Pour ma part, je l'expose en vidéo, plus ou moins habilement, mais c'est aussi un exercice en ce qui me concerne, réussir à se cerner face à un film. D'ailleurs, j'ai revu Rien à voir, Vice Versa 2. Ce second visionnage m'amène à revoir le film à la hausse. Eh bah oui, il faut savoir évoluer un petit peu. Alors pourquoi? Le rythme m'a semblé bien plus accessible que ce que je dépeins, et je crois qu'on peut facilement dire qu'on n'est pas sur une double lecture, mais une triple lecture, chose que j'avais déjà entendue pour les films Pixar, mais là ça m'a sauté aux yeux en ce qui concerne l'état et les coulisses du studio Pixar. Voilà, c'était mon petit retour en ce qui concerne les pistolets en plastique. Je vous invite à aller le découvrir en salle. Attention, public averti. C'est dans la continuité de Orange Sanguine. Si vous avez détesté Orange Sanguine, je pense que ça peut être compliqué là encore. Si vous avez adoré, ça devrait le faire. Merci à tous. Salut!